2020, nous y sommes. Plus que 4 mois pour les joutes électorales. Le débat est ouvert. Qui au palais d'Abidjan? Certaines intentions des candidatures sont connues, indépendantes, comme chapeautées par des partis politiques. 2020, certains souhaitent la retraite des 3 grands ou des 3 vieux, c'est selon, du marigot politique ivoirien, quand d'autres ne voient pas d'inconvénient à une autre candidature des présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Assurément, l'idée divise les Ivoiriens. Pourquoi une nouvelle génération? D'ailleurs, c'est qui et c'est quoi une nouvelle génération? Que peut-elle apporter au pays? S'achemine-t-on vers un conflit générationnel? Bref, c'est de toutes ces questions et de bien d'autres encore que nous parlerons ce soir dans le cadre du débat politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec nous, 3 confrères habitués des plateaux politiques. Antoine Assalé, journaliste et directeur général de l'Éléphant déchaîné. Félix Boni, journaliste éditorialiste. André Silver Conan, journaliste, analyste politique. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Vous ne serez pas seul durant ces 90 minutes. Vous serez accompagné de Karamoko Diakité. Il est conseiller politique à la Fondation Friedrich Ebert. Pour vous permettre de bien vous installer, je vous propose de suivre ces micro-trottoirs réalisés par Astou Touré qui a demandé aux Ivoiriens leur avis sur la thématique de ce soir. Le plus important, c'est celui qui peut apporter de bonnes choses pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a vraiment besoin d'un bon gouvernant. Celui qui est capable de venir aux besoins des Ivoiriens. Ce n'est pas la nouvelle génération ou bien l'ancienne génération qui peut faire, mais je pense que c'est celui qui est capable pour vouloir apporter de bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ces gens de personnes-là que nous avons besoin. Je pense que pour les élections de 2020, on doit passer le flambeau à une nouvelle génération. Parce qu'en ce moment, l'actuelle génération a déjà fini les temps, ils ont déjà passé les temps. Donc normalement, on passe à une autre génération pour prouver que la nouvelle génération peut faire mieux que ça. Ce n'est pas pour affinité, hein. On regarde d'abord le programme. Si le programme, je me retrouve dans le programme. Donc, si je me retrouve dans le programme, j'adhère. Une histoire de présidentielle, ce n'est pas une histoire de dire que ami ou bien jeune. On veut quelqu'un qui peut apporter le bonheur à notre pays. Même que soit là au moins 40 ans, 60 ans, 70 ans, ce n'est pas le problème. Il va falloir qu'on puisse avoir au moins quelqu'un qui va diriger le pays pour que ça puisse avancer. Alors, on a tous suivi ce micro-trottoir, M. Karamoko. Alors, la notion de génération, pour qu'on soit tous d'accord au départ, ça renferme quoi? Et la notion de génération, à premier abord, ça ramène à l'âge. Et l'un des éléments premiers, c'est l'âge et le référent. Et généralement, certains sociologues situent cela dans l'intervalle de 16 à 30 ans, voire plus. Les 42 générations. Oui, les 42 générations, exactement. Et donc, c'est le critère essentiel, je pourrais dire, mais on ne peut pas se limiter à la notion d'âge pour définir la génération. Alors, André Silver, quel autre critère on pourrait ajouter à la notion de génération? Plusieurs critères. D'abord, il faut peut-être que je complète un peu ce qu'il a dit. La génération, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans un temps et qui ont à peu près le même âge. Si on convoque donc les statistiques, on est parti entre 0 et 25 ans. Donc, une génération, c'est 0-25 ans. Par contre, on peut convoquer d'autres sciences, les sciences sociales ou même les sciences politiques qui lient donc la génération à des événements majeurs. Par exemple, on dirait la génération au fouet, marquée par la colonisation, la lutte pour l'indépendance. Et puis après, il y a par exemple la génération des collaborateurs d'Houphouët, de ses opposants historiques. Voilà, donc il y a d'autres critères qu'on peut ajouter, mais bon, au cours du débat, c'est tellement... Antoine Assalé, d'autres critères qui n'auraient pas... Je souscris entièrement à ce qu'ils ont dit, parce que ce qui nous intéresse, c'est le contexte ivoirien. Donc, quand on parle de la notion de génération, il y a le critère d'âge, il y a le critère de l'environnement politique dans lequel les personnes ont vécu, les personnes
ont pratiqué la politique. Et puis, à un moment donné, on dit que cette génération a fait son temps, il faut qu'elle passe la main à une autre génération. Donc, ça peut être celle qui suit, qui est l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé à la génération qui est sortante, ou bien ceux qui n'ont pas travaillé à cette génération et qui veulent passer à tourner une page. Alors, vous la ramenez à tout un système. Ben, tout à fait. Félix? Évidemment, je rejoins la génération, évidemment, le premier abord, c'est la question de l'âge, mais la génération, comme André l'a dit, on peut convoquer plusieurs sciences qui pourraient nous donner un large éventail de définition de la génération. Au plan sociologique, on pourrait parler éventuellement du vécu d'une certaine classe. Donc, le vécu peut déjà déterminer la génération, parce que les combats qu'on a menés à un certain moment donné et tout ça qui suit, tout cela peut permettre d'envelopper le concept de génération. Donc, ça ne se limite pas forcément à l'âge. Alors, amener au contexte ivoirien, parler d'alternance générationnelle, ça pourrait signifier quoi au contexte politique ivoirien? Ramener au contexte ivoirien, je pense que la génération va aller au-delà du critère de l'âge, parce que le contexte ivoirien, il est marqué par quoi? Par des événements très importants. Tantôt, André parlait de différents événements, des faits historiques à partir desquels on peut éventuellement situer le contexte ivoirien. Ce contexte, il commence déjà par, si on veut parler du contexte politique ivoirien, il commence par l'après Houphouët-Boigny à partir de 1993. Quand Houphouët part, on va ouvrir, les portes vont s'ouvrir pour la course au fauteuil présidentiel, à la succession du Houphouët-Boigny. Et depuis cette époque, a émergé derrière Houphouët-Boigny une classe politique qui est composé de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Francis Vaudier et plein d'autres. Derrière ces personnalités, d'autres personnes également ont émergé, même pas derrière, dans le sillage de ces mêmes personnalités. Donc si on prend ce contexte, il y a que nous partons de la génération qui a commencé depuis 1993, depuis la mort de Houphouët-Boigny. Mais ce contexte, malheureusement, continue jusqu'à maintenant. Donc, la génération qui est là, c'est tous les acteurs qui, pendant les 27 années qui se sont passées, ont mené la vie politique en Côte d'Ivoire. Quand je dis tous les acteurs, je n'entends pas limiter ça à 3, parce que généralement, on a l'habitude de penser à Laurent Gbagbo, à Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Mais à côté de ces 3, il y a également des compagnons de lutte qui ont mené le même combat que toutes ces personnes. Si on devrait vraiment se focaliser sur ce contexte, c'est tout cet ensemble-là, c'est toutes ces pages-là qu'il faudrait tourner peut-être pour voir émerger sur la scène politique ivoirienne des visages nouveaux, ceux-là qui n'auront pas certainement... Alors aujourd'hui, le débat est surtout porté sur l'âge. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le critère de l'âge, c'est un faux débat. Il ne faudrait pas limiter la génération au critère de l'âge. Si aujourd'hui, on veut tourner une certaine page, il ne faudrait pas tourner la page des âges, mais il faut tourner la page des histoires que nous avons vécues. Y a-t-il nécessité pour la présidentielle de 2020 d'une alternance générationnelle? Nécessité d'une alternance générationnelle, je pense que si cette nécessité, les Ivoiriens souhaitaient cette nécessité, ils auraient rejeté le verrou de l'âge qu'on a sauté de la Constitution en 2016. On vient de sortir d'une Constitution qui a à peine 4 ans, une très jeune Constitution. On a voté cette Constitution, ça veut dire que si on a accepté de sauter le verrou de l'âge, ça veut dire que cette alternance générationnelle, elle n'est pas souhaitée sur le contexte de l'âge, mais l'alternance générationnelle qui peut être souhaitée, si on devrait en parler en profondeur sur ce plateau, et je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est une alternance éventuellement qui devrait faire émerger sur la classe politique, sur le débat politique ivoirien, de nouveaux visages. Alors donc l'âge des candidats ne vous gêne pas, vous? L'âge des candidats ne me gêne pas, mais je parle de nouveaux visages, c'est-à-dire des acteurs qui n'ont rien à voir alors là avec tout le contexte de l'après Houphouët-Boigny, c'est-à-dire cette guerre fratricide tantôt avec des alliances, toutes ces sortes d'alliances qu'on a vécues. On tourne la page de tout un ensemble d'acteurs et puis on se retrouve avec de nouveaux acteurs. Et je suis prêt à donner des noms, ce n'est pas ces nouveaux acteurs qui manquent. Mais dans le contexte actuel... on reviendra à vous tout à l'heure, mais on va écouter le docteur Flan Moquet, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, docteur William Agblonou, il est politologue, enseignant au CERAP Abidjan également, et Sylvain Nguessan, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, qui ont bien évidemment donné leur avis sur cette question. La gestion du pouvoir, c'est d'abord une équipe. Vous pouvez être compétent, avoir fait vos preuves un peu partout, mais si vous êtes mal entouré, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif.
c'est au moins un gouvernement de 25 personnes. Si vous êtes le seul compétent, vous ne pouvez pas faire le travail de 25 personnes. Donc c'est d'abord un travail d'équipe. Il n'y a pas que le candidat, il y a aussi et surtout ceux qu'il va choisir, ses collaborateurs avec qui il va travailler. Voilà, donc moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a assez de jeunes cadres qui sont outillés pour gérer l'exécutif ivoirien. Il y en a beaucoup. Il faut faire la part des choses. Le renouvellement de l'élite politique ne peut pas se faire systématiquement. Donc on ne peut pas assister dans un environnement quelconque à un renouvellement intégral de la classe politique. Il y aura toujours des acteurs qui vont faire le pont entre une génération et une autre. Il y aura toujours des acteurs qui appartiennent à une ancienne génération qui vont toujours jouer un rôle dans la vie politique. Mais ce dont il est question ici, c'est la course à la présidence en 2020. La course, donc la présidentielle en 2020. Quels sont, au regard de notre histoire, sans toutefois chercher à incriminer qui que ce soit, sans toutefois chercher à faire un procès à qui que ce soit, c'est de s'interroger avec froideur sur la possibilité ou non d'envisager la Côte d'Ivoire conduite par l'une des principales personnalités que j'ai évoquées tout à l'heure. Si le président Alassane Ouattara a décidé de se retirer de la présidentielle de 2020, nous avons salué cela. À mon humble avis, et je l'ai fait savoir déjà plusieurs fois, qu'il serait peut-être intéressant ou également pour ceux qui se sont inscrits dans une relation de tension et d'antagonisme pendant près de 3 décennies aujourd'hui, de lui emboîter le pas et de permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer sereinement vers de nouveaux rivages. La limitation de l'âge n'est pas un principe démocratique. Dans une démocratie, tout électeur, normalement, a le droit d'être éligible. Donc, ce qui fait que la limitation, dans les deux sens d'ailleurs, que ce soit pour l'âge minimum comme pour l'âge maximum, ne sont pas des principes démocratiques en soi. Cependant, la politique est un fait social. Donc, la politique se passe toujours dans une société, elle se déploie dans une société et elle est obligée, ou les principes sont obligés de s'adapter à la réalité de la société. Aussi vrai que ceci n'est pas un principe démocratique, donc on limite l'âge, on peut aussi tenir compte de la société dans laquelle on vit et se demander si les élus ou ceux qui seront élus à l'issue des lois qu'on fait seront à l'image de cette société. Mais, comme je le dis, je le répète, ce n'est pas un principe démocratique, mais il permet quand même de donner un peu plus de vitalité à la politique. Il permet à la politique d'être à l'image de la société qu'elle gouverne et ça permet d'éviter beaucoup de choses. Ça permet d'éviter les abstentions électorales parce que parfois, dans certains pays, les gens ne vont plus voter parce qu'ils se disent les candidats ne nous ressemblent pas. Et ça fait partie des éléments qui permettent d'ajuster ou du moins de permettre d'avoir une sorte d'assimilation entre les électeurs et puis les élus. Donc, ce n'est pas démocratique, mais politiquement, ça s'explique. D'accord. Alors, la limitation de l'âge n'est pas démocratique, comme il a dit. Vous avez une réaction là-dessus? Oui, je pense que le thème qui fait l'objet du débat ce soir est un thème extrêmement important et que nous devons faire preuve d'une grande pédagogie. Le critère de l'âge n'est pas un critère démocratique, comme il le dit. Je ne partage pas cet avis. J'estime qu'à un moment donné, il faut que le contexte permette à des gens de comprendre qu'ils ont fait leur temps et qu'il faut qu'ils laissent la place à une autre génération. Vous voyez, ce pays dans lequel nous vivons, il y a des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, qui sont nés en 2000, qui ont 20 ans aujourd'hui, et qui découvrent des gens qui sont dans la sphère politique depuis le début du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Et ces personnes-là sont encore en train de chercher à se présenter pour devenir président. Tout à l'heure, dans votre élément d'introduction, vous disiez que le président Gbagbo, le président Bédié, le président Ouattara, ben voilà un avantage. Ça veut dire que les trois se sont battus à un moment donné et ont réussi à obtenir le pouvoir et l'ont exercé. La boucle est bouclée avec le président Ouattara. Et donc, nous, moi je pense, parce que si on veut revenir à la notion de transmission de pouvoir, vous savez ce qu'on appelle le relais dans
les questions de sport. En athlétisme. En athlétisme. Les gens ils courent, au bout de 300 mètres, au bout de 100 mètres, ils doivent passer un bâton à celui qui est devant pour qu'il poursuive la course. Ça veut dire qu'à un moment donné, on estime qu'arrivé à un certain âge, arrivé à une certaine distance, on est essoufflé et par conséquent, il faut passer la main. Alors, tout ça est encadré par la Constitution. Mais bien sûr, dès l'instant où la Constitution... On a une Constitution qui a levé ce verrou. Mais je suis d'accord. Donc, il n'y a pas de relais. Tout à fait. La Constitution n'impose pas de relais. Dès l'instant où la Constitution a levé le verrou, qui permet donc à chacun maintenant, qu'il ait 100 ans, qu'il ait 90 ans, de se présenter, le débat à ce niveau est fini. Maintenant, on revient sur la pratique politique en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, on s'est dit, on a un souci. Prenez M. Laurent Gbagbo. Il déclare que quand on a 75 ans, on ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. Parce qu'à cet âge-là, on est constamment malade. C'est son opinion. C'est lui qui dit ça. M. Bédier dit, en 2010, quand on a 80 ans, on ne peut plus gouverner. Parce que ça nécessite un effort physique et un effort intellectuel. Donc à 80 ans, il estime qu'à 80 ans, on n'a plus la force physique et on n'a plus la force intellectuelle pour gouverner un pays. Le président Ouattara dit, à un certain âge, il faut que nous passions la main. Donc les trois sont d'accord qu'à un certain âge, il faut passer la main. Est-ce que le contexte n'a pas changé? Le contexte de ses propos, est-ce que ça n'a pas changé? Lequel contexte qui a changé? Le contexte là où il s'exprimait ainsi. Oui, mais justement, au moment où il s'exprimait, vous n'avez pas dit que les politiciens ivoiriens, donc, ils disent une chose à un moment donné, et puis le lendemain, ces choses-là ne les arrangent plus, donc ils changent. On ne construit pas une opinion avec ça. On ne construit pas un peuple avec ça. Cette façon de faire aujourd'hui a fait en sorte qu'on n'a plus en face de nous un peuple ivoirien. On a en face des peuples. Le peuple du FPI, le peuple du PDCI, le peuple du RHDP. Dans un tel contexte, on ne peut plus construire une nation. Donc il faut que des gens comprennent qu'à un moment donné, ils ont géré le pays et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le temps est passé, il faut qu'ils se retirent. Est-ce que ce n'est pas aux électeurs de décider de cela? Alors André Silver, vous avez mené campagne contre un autre mandat pour ces trois personnalités-là. Est-ce qu'on peut faire le point de cette campagne, déjà comprendre cette campagne et puis en faire le point? Ma position était très simple. Ces trois personnalités, donc Henri Konan Bédier, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, il faut que les choses soient très claires. Je ne demandais pas que ces personnalités prennent leur retraite parce qu'elles sont âgées. Il faut que les choses soient très claires. Ma position était que les trois ont gouverné ou sont en train de gouverner. Et de ce fait, n'ont plus rien à nous prouver. C'est aussi simple que cela. Voilà, ce n'était pas un problème d'âge et autres. Parce que je vais vous faire remarquer quelque chose. Félix Houphouët-Boigny, né en 1905, quand il accède au pouvoir en 1960, il a 55 ans. Henri Konan Bédier, né en 1934, quand il accède au pouvoir en 1993, il a 59 ans. Laurent Gbagbo, né en 1945, quand il accède au pouvoir en 2000, il a 55 ans. Alassane Ouattara, né en 1942, quand il accède au pouvoir en 2011, il a 69 ans. Aucun parmi eux n'a plus de 70 ans. À quel niveau se trouve la Côte d'Ivoire? Et je vais plus loin. Quand vous prenez par exemple le président tunisien qui est mort en plein mandat, Béji Caïd Essebsi, élu à 88 ans, mort à 92 ans, pendant sa gouvernance, comment est-ce qu'il a positionné la Tunisie? La Tunisie n'est pas un pays développé pour autant. Le contraire parfait, on va dire, vous avez un président comme Faure Gnassingbé, qui est l'un des plus jeunes présidents en fonction encore en Afrique, qui a accédé au pouvoir à peu près, je l'ai dit de mémoire, 39 ans. À quel niveau se trouve le Togo? Le Togo n'est pas autant développé. Alors, ma position est que on risque de se focaliser, comme cette erreur qu'on a commise en 2010, qui a consisté à classer les Ivoiriens entre pro-rebelles et anti-rebelles, on risque de se focaliser sur des questions d'âge et de contrôle médical, parce qu'il y a deux problèmes d'âge et de contrôle médical, de santé, qui ont été réglés par la Constitution, pour laquelle il y a eu un vote mais vraiment absolument massif. Donc je dis, recentrons le débat sur les projets. Voilà, recentrons le débat sur les projets. Autrement, on risque de se perdre.
Allez-y. Oui, et sur la question, je partage un aspect de leur intervention. C'est vrai qu'il faut rester dans la légalité. Je crois que toute l'élection est l'un des éléments clés d'évaluation du niveau de démocratie, de démocratisation. Et dans ce sens, il faut rester dans la légalité en restant constant avec la Constitution. Cependant, la justice sociale voudrait que les dirigeants soient proportionnels à la population. Il faudrait que les dirigeants soient le reflet de la génération de leur pays. Et ça, c'est dans ce sens que nous disons qu'il faudrait faire une promotion des personnes qui ont les aptitudes. Lesquelles aptitudes? On peut juste terminer pour dire qu'on peut avoir un président âgé, mais qui peut accepter de se faire encadrer par des jeunes à ses côtés qui peuvent préparer la relève. Mais l'un des éléments clés qu'il faut... Alors, est-ce que le régime, on va dire, hyper présidentialiste que nous avons ici, est-ce que ça peut permettre cela? Allez-y. Non, justement, c'est là que je trouve l'erreur. Le contexte politique ivoirien, notre constitution, notre régime dans lequel nous sommes ne permet pas qu'un président qui est élu laisse le pouvoir à des gens autour de lui. C'est pas possible. Dis ça, c'est des histoires. Oui. Le président de la République en Côte d'Ivoire, c'est un monarque. C'est un dieu. Son pouvoir, il ne le partage avec personne. Ceux qui disent non, il va se faire élire et puis se faire entourer par les jeunes là, qui va transmettre. Il ne peut transmettre aucun pouvoir à un jeune. Le vice-président même qui va être à côté de lui, il est nommé, il n'aura aucun pouvoir. Alors, donc, il ne faut pas qu'on nous embrouille avec ça. Allez-y, Félix. J'ai envie de dire tout ça, c'est la faute à qui? Voici une constitution que nous avons votée il y a 4 ans, que nous avons encore modelée il y a quelques mois, et dont les effets vont nous rattraper. Sinon, l'âge, pour moi, ça ne pose aucun souci. Pourquoi? Parce que bientôt, on ira aux élections. Comme on aime bien les référents occidentaux, aux États-Unis, bientôt, ce sera les élections. On a 2 candidats qui sont déjà en liste. Quand on prend Donald Trump, il est dans sa 74e année. Je ne le trouve pas suffisant, peut-être sénile ou quoi que ce soit. Mais son adversaire, Joe Biden, qui également a été vice-président pendant au moins 8 ans de mandat, Joe Biden aura 77 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, André a tout résumé. Focalisons-nous sur les projets. Pourquoi il faudra se focaliser sur les projets? C'est ça qui est le débat fondamental. Le contexte actuel, dans le contexte actuel, qui va nous proposer un projet qui va nous faire avancer de 2020 à 2025 pour qu'on passe d'un cap à un autre cap? C'est ça qui est important. Sinon, alors, Félix, je vais revenir à vous tout à l'heure, mais on va sur cette passe d'armes entre 2 artistes ivoiriens, 2 célébrités du monde de la musique, notamment Tiken-Jah Fakoly. Si la réalisation peut nous permettre de voir leurs propos. Tiken-Jah Fakoly qui a dit, je le cite, depuis 2 ans, je réclame le ni, c'est-à-dire ni Gbagbo, ni Ouattara, ni Bédié. Hommage aux 3000 morts déjà oubliés par les Ivoiriens lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Alors, son avis n'a pas été partagé par François Kensi, qui a renchéri en ces termes. Le problème pour moi n'est pas une question de génération pour ces prochaines élections, mais plutôt qui pourra rassembler, faire rire à nouveau tous les Ivoiriens. C'est-à-dire fondamentalement que la question divise. Ça veut dire que la question divise et que chacun a son enveloppe dans laquelle il attend de voir si l'élément qu'il a inscrit dans son enveloppe comme valeur va être reflété par les différents candidats. Moi, je ne suis pas un martyr de la gérontocratie. Je suis jeune, j'ai aussi envie d'exprimer ce que je sais faire maintenant. Je ne suis pas un martyr de la gérontocratie. Par contre, quand on parle d'élection présidentielle, je pense que les électeurs ont des valeurs déjà. Nous sommes à 4 mois des élections. Le débat que nous sommes en train de faire ici aura certes un impact, mais il faut se dire une chose. Il y a des gens qui ont déjà calé leurs candidats dans leur tête par rapport au contexte politique, par rapport à leurs besoins, par rapport à l'analyse qu'ils font de la situation. Donc c'est par rapport à tout ça que chacun va se lever et aller jeter son bulletin dans l'urne. Mais laissons les vieux, ceux qui ont gouverné auparavant, laissons-les s'exprimer et allons dans les urnes pour les sanctionner. Nous allons les sanctionner et celui qui reflètera au mieux la volonté. Et il a dit tantôt, on a une population jeune, il aurait été intéressant que le futur président reflète. Mais les jeunes, c'est pour ça qu'on les appelle à aller s'enrôler sur la liste électorale. Regardez, bientôt on va faire le point de la liste électorale. Oui, combien de personnes? Vers la fin de c'est cette de tout ça qu'il s'agit. Prenez vos responsabilités, allez-y voter. Et votez en tenant compte de vos intérêts. Donc laissez tout le monde se présenter. La Constitution a réglé le problème
de nouvelle génération, de qui a gouverné. Parlons de qui a gouverné. J'ai bien écouté les propos de Assalé. Mais attention, d'autres aussi vous répondront que nous avons gouverné, mais on avait été empêchés de gouverner, donc on n'avait pas pu réaliser tout ce qu'on avait, on a été freinés, donc nos projets n'étaient pas allés jusqu'au bout. Ceux qui sont venus après nous n'ont pas continué. Vous voyez, il y a toujours des arguments. C'est la raison pour laquelle ceux-là, ils viendront s'expliquer devant la population et le peuple, qui est le seul juge. Il n'y a qu'un seul jour où le peuple est roi. Le 31 octobre prochain, ce jour-là, c'est le peuple qui est roi. Alors donc s'en tenir à la Constitution et puis laisser le peuple s'exprimer. Allez-y, Sylvain. Oui, parce que, voyez-vous, en fin de compte, nous ne pouvons pas mener des combats par procuration au sein des partis politiques. Regardez ce qui s'est passé au PDCI. Alors que nous portions donc, la question nous portions, quand je dis nous, c'est moi en fait, pour ne pas dire moi. Je vais bien comprendre. Alors que nous portions, bien sûr, Tiken l'a dit, parce qu'on était 3 en Côte d'Ivoire, Tiken Jah, Serge Billet et moi-même, il y a eu des débats autour de tout cela. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui se passe au PDCI? Au PDCI, c'est le délégué départemental le plus jeune qui demande à Henri Konan Bédié, oui, de se porter candidat. Ce sont les présidents des jeunes. Alors, que voulez-vous qu'on comprenne? Alors, ce que je veux comprendre, c'est qu'on ne peut pas se mettre à la place des militants du PDCI et leur dire ce qui est mieux pour eux. C'est cela. Parce qu'en fin de compte, on souhaite bien qu'il y ait de nouvelles figures. Mais il faut que ces nouvelles figures le veuillent. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé au PDCI? Jean-Louis Billon, qui, dans l'esprit de certains, semblait être le porte-parole, sinon le représentant de cette nouvelle génération PDCI. C'est lui qui allait faire allégeance à Henri Konan Bédié. On ne peut pas se mettre à la place des militants du PDCI et dire, en fait, c'est ça qui était mieux pour vous. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est bien beau. Moi, j'écoute souvent certaines personnes au FPI. Aujourd'hui, si Laurent Gbagbo, avec tous les problèmes qu'on connaît, s'il dit qu'il est candidat, tous les autres, tous ceux qui, en 2010, disaient que Bédié était vieux et qui aujourd'hui, Gbagbo, qui a presque le même âge que Bédié en 2010, ne trouveront aucun inconvénient à ce que Laurent Gbagbo puisse se porter candidat. La même chose pour le RHDP, je vous assure. Si aujourd'hui, Alassane Ouattara décide qu'il est candidat, malgré le fait que je pense que c'est assez improbable parce qu'il est quand même quelqu'un qui prend des engagements publics, mais personne au RHDP, peut-être quelques-uns, personne ne dira, mais écoutez, Monsieur le Président, vous avez 78 ans, vous ne devriez pas. Voilà, donc c'est pourquoi je dis, on risque de se perdre en catégorisant les différents candidats, on risque de se perdre par rapport à l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils proposent pour les Ivoiriens? C'est cela. Alors, Monsieur Diakité, est-ce que on n'entrevoit pas là un problème de formation au sein des partis politiques? Si on doit à chaque fois courir avec les mêmes chevaux, est-ce que ça ne pose pas? Ça veut dire que ça peut vouloir dire que dans le parti ou dans les différents partis, il n'y a pas d'hommes ou de femmes aptes à prendre le flambeau. Donc, est-ce que ça ne pose pas le problème de la formation? Exactement. Exactement, c'est le gros défi de la formation. Je crois que même au niveau il y a des financements pour les partis politiques, mais il faut vous demander combien sont alloués à la question de la formation des jeunes dans les partis politiques. Et nous voyons, quand nous prenons les pays référents en matière de démocratie, on a les étés, les universités d'été pour les partis politiques pour former les jeunes. Et cette formation, nous le faisons. Et c'est l'une des missions majeures que nous faisons en Côte d'Ivoire ici en tant que fondation politique allemande. Et nous avons plusieurs jeunes que nous avons formés. Certains sont aujourd'hui élus à l'Assemblée nationale. Et je vais vous prendre, je ne citerai pas de nom, mais je prends un cas d'un membre d'un parti politique que nous avons eu à former dans le cadre de notre programme de formation des jeunes en politique, qui avait été rejeté par son parti d'origine et qui s'est présenté candidat indépendant.
Et il s'est battu corps et âme pour être élu. Mais il est revenu à la maison. Mais ça veut dire qu'il a eu le courage, il a eu toute une stratégie, mais quand il vous rencontre ce qu'il a fait, nous sommes heureux de dire que c'est quelqu'un qui a reçu la formation, et ça, c'est très, très important. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est dans un système souvent du bon petit, et je crois que ça, c'est délicat, et quand on est le bon petit, on ne peut pas dire quelque chose au grand boss. Voilà. Donc, mais il faudrait qu'on apprenne à communiquer. Et c'est pour ça que nous disons que ce genre d'espace permet de construire aussi cet esprit de débat, cet esprit démocratique, cet esprit ouvert. Et tant qu'on n'en arrivera pas à ce niveau, il n'y aura jamais cette qualité qu'on recherche. Et Alors, votre fondation, je rappelle Friedrich Ebert, notamment le bureau d'Abidjan, on va dire, travaille beaucoup avec les différentes formations politiques. Hein. C'est vrai qu'on se focalise, on va dire, sur 3 formations, mais toutes les formations politiques. Est-ce que vos programmes les intéressent? Est-ce qu'on sent un intérêt de nos partis pour la formation de leurs militants? Et depuis l'installation de la Fondation en Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui aux alentours de plus de 400 jeunes qui ont été formés. Moi-même, je suis le fruit de ce programme de formation en tant qu'acteur de la société civile en son temps. Et je peux dire que cette formation aide. Et à un certain moment, on peut le dire, et c'est l'occasion pour moi aussi, lorsque nous envoyons les invitations aux partis politiques, de désigner des personnes qui ont envie d'aller de l'avant. Et c'est vrai qu'il y a la formation, mais il y a quelque chose de très, très important, c'est l'engagement et la volonté. Et la difficulté aujourd'hui, je me suis surpris comme ça avec une des personnes qu'on avait formées qui me disait, bon, on a fini la formation, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais c'est pour ça qu'on t'a formé. Pour que après la formation, ce qui doit être fait, il faudrait que tu engages des initiatives pour que nous puissions continuer à vous. Mais souvent, on est dans une position d'attentisme et les jeunes sont là toujours à attendre. Et donc, voilà un peu le grand challenge, mais je crois qu'il faut commencer par la formation, parce que par la formation, on va inculquer des valeurs, et je crois que tout ce débat qu'on fait aujourd'hui, c'est des questions de valeurs dont on parle aujourd'hui. Je crois que l'âge n'aura pas d'importance à partir du moment où il y a des valeurs. Oui, allez-y. Oui, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, cette émission pour moi est très importante, parce que les Ivoiriens nous regardent, nous sommes à 4 mois d'une élection présidentielle, et de grandes questions vont pouvoir se poser. Tout à l'heure, il a utilisé un mot qui me plaît bien, la question des valeurs. Enfin, la question qu'on se pose, c'est quel est le modèle de société que nous voulons construire dans ce pays? Quel est le type d'Ivoirien que nous voulons avoir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est des questions importantes qu'il faut qu'on traite maintenant. Quelles sont les valeurs que la génération qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a gouverné hier, qui a gouverné avant-hier, quelles sont les valeurs que cette génération a laissées à ce pays-là? Alors, vous reprochez quoi concrètement à cette génération? Comprenez-nous très bien. Je suis contre les gens qui ont au-delà de 75 ans et qui veulent continuer à gouverner. Mais dès l'instant où la Constitution a réglé le problème, je m'aligne parce que je suis un légaliste. La question d'âge, ça ne me pose pas de problème. De premier éthique, ça me pose un problème. Mais je dis, cette génération-là, si on doit faire son bilan, le thème que j'utiliserai, c'est le drame. C'est un bilan dramatique. Je peux répondre à la question. Et sur la question des valeurs, je dis que cette génération qui est au pouvoir, qui est en train de sortir du pouvoir, qui a fini depuis 30 ans au pouvoir, n'a pas construit un Ivoirien de valeur. Aujourd'hui, vous n'avez pas un peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez des peuples de Côte d'Ivoire. Le terme qui pourrait revenir encore dans cette élection, c'est la réconciliation. Il y en a qui disent, je suis candidat parce que je veux réconcilier les Ivoiriens. Mais il veut réconcilier quel Ivoirien? Quel type d'Ivoirien veut-il réconcilier? Donc, vous voulez réconcilier les gens du Nord avec les gens du Sud, les gens du Centre avec les gens de l'Ouest, parce que chaque leader incarne une région. Donc, on n'a pas construit une nation. On n'a pas construit un Ivoirien qui pense nation. Les valeurs n'ont pas été construites. Vous voyez, le principe de la prise du pouvoir par les armes, il a été acté dans ce pays par les hommes politiques ivoiriens. Quand M. Bédié a été renversé en 1999 par une junte militaire, les démocrates ivoiriens, quelle a été leur réaction? M. Gbagbo a dit qu'il y a des coups d'État qui font avancer la démocratie. Il a dit ici. M. Ouattara a dit que c'est une révolution des œillets. M. Blé Goudé dit qu'il y a des violences rédemptrices. Donc il soutient le coup d'État. Des violences rédemptrices. M. Rodium a dit qu'il soutient le coup d'État parce qu'il a fait tomber la dictature fasciste de M. Bédié.
Donc chacun a célébré la prise du pouvoir par les armes. Donc on a construit dans notre pays le principe de la prise du pouvoir par les armes. Et depuis 1999, ce pays n'a plus connu de paix. Chaque 5 ans, les Ivoiriens ont la peur au ventre parce que ceux qui veulent aller aux élections sont les mêmes qui ont construit une démocratie de violence et qui ont fait des alliances qui ont étourdi les Ivoiriens et qui, à chaque 5 ans, construit une société de violence. Nous sommes en 2020, pratiquement 30 ans plus tard, les mêmes acteurs sont sur le point de venir s'affronter encore sur la même scène. J'ai dit non. Il faut que les Ivoiriens décident qu'ils ne peuvent plus continuer chaque 5 ans à envoyer les enfants se cacher au Ghana, se cacher au Burkina parce qu'il y a une élection présidentielle. C'est ce qui commence à se mettre en place. Depuis quelques jours, les mêmes discours qui ont créé la déflagration commencent à revenir. Nous voulons prendre notre pays pour remettre aux Ivoiriens. Nous voulons prendre notre pays pour remettre aux vrais Ivoiriens. C'est ce qui commence à venir. Mais qui a construit ça? C'est la même génération-là. Donc, le temps est arrivé. Il faut qu'ils passent la main et que de nouveaux Ivoiriens. Alors, ils passent la main. Non, je finis dessus. Je finis dessus. Oui. Mais vous pensez que dans ce pays-là, il n'y a pas des Ivoiriens qui sont capables de diriger le pays? Il faut que ces doyens qui ont construit un environnement d'épines dans lequel personne ne peut prospérer se retirent. Et vous allez voir que les Ivoiriens vont commencer à prendre leur destin. D'accord, allez-y avant que je Vous avez posé une question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Moi, je vais vous dire. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle la théorie générationnelle. C'est une théorie en sciences sociales, donc en sociologie, qui a été développée par l'Américain William Strauss, qui définit donc, si vous voulez, dans une génération, 4 archétypes. La crise, l'éveil, le démêlé et l'apogée. Qu'est-ce qui se passe avec la génération Houphouët? La génération Houphouët a connu la crise de la colonisation des travaux forcés. Est venu le temps de l'éveil. Le syndicat agricole africain, le Rassemblement démocratique africain. Donc, les collaborateurs d'Houphouët et lui-même ont mené le combat de l'éveil des consciences nationales pendant la colonisation. Ils ont réussi à obtenir les indépendances. Donc, le temps, si vous voulez, du démêlé. Qu'est-ce qui a suivi? Le fameux miracle économique ivoirien. Le temps donc de l'apogée. Ça a duré en 1960 et 1980. Le piège dans lequel s'est enfermé Houphouët, c'est que son règne a été trop long, très long. Et donc, la génération qui a suivi, celle que j'appelle les collaborateurs d'Houphouët et ses opposants historiques, est tombée dans la crise, donc la crise économique, qui a suivi avec la crise du multipartisme, qui a continué avec la crise du coup d'État, qui a encore continué avec la crise de la rébellion, qui a encore continué avec la crise de 2010, avec les 3000 morts. Cette génération a manqué le job de l'éveil. Voilà. Et donc, il y a une faillite des valeurs. Je l'ai dit de façon constante. Construisons des ponts, mais surtout construisons des valeurs. Parce que les ponts s'écroulent rapidement sur des générations. Par contre, un pont qui est construit sur des valeurs de probité, de travail bien fait, de transparence, dure sur des générations. Et les valeurs s'enracinent dans la conscience citoyenne pendant des générations. C'est ça le problème. Moi, j'ai envie de vous demander sur ce plateau, alors vous indexez des personnalités. Quelle est la responsabilité de la société civile, des différentes composantes de la société, les élites, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut attribuer, peut-être, vous parlez de faillite, est-ce qu'on peut l'attribuer à seulement 3 ou 4 Non, point du tout. C'est une très bonne question. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a eu cette sentence horrible qui a consisté à dire on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Soi-disant prêté à Houphouët ou à l'un de ses collaborateurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était sous Houphouët. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé que les collaborateurs d'Houphouët et ses opposants historiques ont dit pour leur part, je regarde maintenant dans le fond de la marmite. Je cite Michel Amaning-Guessan. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? De restaurants. Bien sûr, ce sont les pourfendeurs du RHDP qui le disent. Mais voyez-vous, cette génération qui a duré, qui dure depuis 1960, parce que comme on l'a dit, les générations, il y a plusieurs définitions, cette génération de mangécratie, où vous voyez l'Ivoirien en train de dire, mais écoute, l'Ivoirien lambda, qui dit,
oui, mais tu manges seul. Oui, hein, mais il faut me faire manger aussi. Voyez-vous, ça a été inculqué depuis des décennies, de sorte qu'on a les dirigeants qu'on mérite et les dirigeants nous méritent. Allez-y. En fait, on dit la même chose, mais il faut quand même faire la part de certaines choses parce que on a défini le concept de génération déjà au départ de cette émission. Et quand j'écoute Assalé et que j'écoute André, et ils y vont à fond en parlant de cette classe qui a déjà dirigé, qui a déjà eu un certain nombre de bilans, de passifs qu'on est en train de, j'allais dire, critiquer sur ce plateau. Mais il ne faudra pas limiter cela à des individus. Exactement. En parlant de doyens. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de système. C'est une question de système. Si on doit changer le système, il faut changer le système. Mais il ne faudrait pas chercher à limiter ça à des individus parce que peut-être parmi eux, il y en a un qui a dit qu'il faut passer la main à une nouvelle génération ou ceci, cela. Mais c'est toute la classe dirigeante qu'on a eue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, je dirais même si on veut parler de la politique de la dernière génération, elle est partie depuis 90, de toute cette classe dirigeante depuis 90 qu'on peut dire qu'il faut tourner. Mais derrière cette classe, André, Assalé, où sont les autres? Où sont les autres? Et qui sont les autres? Quand il n'y a pas d'acteurs, on ne peut pas laisser l'arène vide. Et donc, les Ivoiriens vont être obligés de choisir entre les différents mots qu'on est en train de dépeindre là, le moindre mal. Hélas, le moindre mal pourrait être peut-être un acteur de de tout le passif qu'on est en train de dépeindre. Mais les Ivoiriens auront mérité, la Côte d'Ivoire aura mérité le président qui est le sien. Oui. Parce que pendant ce temps, où sont les autres? Oui. Alors, je demandais à Antoine, avant de passer la parole à Silver, je demandais, vous ne voulez plus d'un système que vous jugez, on va dire, failli, on va le dire comme ça. Oui, sclérosé, oui. Et qui après eux? Mais justement... Le profil, pas de nom, pas de... C'est qui vous appelez une nouvelle génération? C'est le miracle que nos hommes politiques... Vous croyez en Macron, un Macron ivoirien? Non, il ne peut pas avoir de Macron en Côte d'Ivoire. Parce que les hommes politiques ivoiriens ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ont réussi à créer un type de citoyen qui ne réfléchit plus, qui n'agit plus et qui agit. Il ne s'identifie qu'à un individu. Vous pouvez dire quelque chose de très sensé, de très cohérent. Mais il va regarder de qui tu parles. Dès qu'il voit le nom, c'est son leader, tout ce que vous avez dit, ça s'écroule. Il ne considère plus ça. Donc, les politiciens ivoiriens ont réussi à créer une société. Alors, vous ne voulez plus de cette génération? Vous ne croyez pas non plus en Macron? Les remplaçants, ils viendront d'où? Pourquoi il ne peut pas avoir de Macron? Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a plus de peuple ivoirien. Il y a des peuples ivoiriens. Ce peuple-là qui est là, ces peuples-là, quand on les met ensemble, ils ne sont capables d'aucune révolution. Parce qu'ils s'identifient à des individus. Ce que je demande, c'est que cette génération de grands leaders qui est tout compte fait, à la fin de son règne, que le veuille ou pas, un moment va venir où la nature elle-même va les retirer. Parce que physiquement, ils ne pourront pas. Vous ne répondez pas à ma question. Laissez-moi, je vais vous répondre. S'ils décident ensemble de dire on a gouverné, on a fait ce qu'on a pu, on a causé beaucoup de tort aux Ivoiriens. Alors apparemment, ce n'est pas possible qu'ils prennent la décision ensemble. Je reprends ma question, Antoine, qui après eux? Je réponds. S'ils le disent, dès l'instant où ils prennent l'engagement de ne pas y aller, vous allez voir des Ivoiriens qui vont se lever pour dire on y va maintenant. Mais dans les partis politiques ont été construits, le système tient en place. Tant que ces personnes sont encore en train de dire qu'elles veulent revenir, vous ne trouverez personne qui prendra son courage à deux mains pour y aller. Personne ne peut émerger. Macron n'a pas attendu que Sarkozy, Fillon et autres disent qu'il n'allait pas. Il a pris ses responsabilités. Mais le contexte, non, il n'est pas différent. Le contexte ivoirien est exactement le même contexte que le contexte français. On avait encore ces leaders-là qui pensaient qu'ils pouvaient tout décider pour tout le monde. Et puis il y a un jeune trentenaire qui sort de l'ombre et qui décide de prendre ses responsabilités. Et quand il prend ses responsabilités, il a un peuple qui le suit. Et mieux, le peuple français, il est plus vieux que le peuple ivoirien. Nous, on a 70% de jeunes comme on les réclame. Mais où sont les jeunes
Qui est là pour se décider, pour dire, écoute, on a trop entendu les vieux, donc moi je suis jeune, je me lance dans l'arène, je m'affranchis des pesanteurs politiques bleu, vert, rouge, et moi je m'engage en tant que couleur neutre, et désormais les jeunes, suivez-moi parce qu'on va avoir un nouvel État avec la probité, tel type de valeurs, comme on vient de le... Mais il n'y en a pas. Tant qu'il n'y en a pas, on va choisir parmi ces anciens le meilleur. Et je crois que... Il n'y en a pas. Moi, je suis sûr. Sylvie, je termine. Je suis persuadé. Terminez rapidement. Je suis persuadé, après ces élections que nous allons avoir, que la classe politique ivoirienne va se recomposer dans les années à venir, parce que de plus en plus, la conscience est en train de se prendre. Il ne peut pas avoir de recomposition à 2020. Il y aura une recomposition à partir de 2020. Et pas possible pour la présidentielle de 2020. Pas pour la présidentielle de 2020. On est déjà à la présidentielle de 2020. Allez-y, monsieur Diakité. Oui. Je dirais qu'il y a des personnes, mais comme Assalé le disait tout à l'heure, le système politique en Côte d'Ivoire est fait de sorte qu'on n'est que des référents régionaux, ethniques. Et donc, ça, c'est un gros challenge à relever aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reviens toujours aux questions de valeurs, de principes. Et là, je rejoins le premier aspect que André Sylvain avait soulevé, c'est la question des programmes. Et c'est-à-dire qu'il faut construire des programmes. Il faudrait que nous puissions, la population ivoirienne puisse savoir qui veut faire quoi pour la Côte d'Ivoire. Et sur la base de ces programmes de société, dites-moi, parmi tous les acteurs, vous connaissez quel programme de société qui existe? Il n'y en a pas. Ce sont des individus, ce sont des régions. Si vous ne parlez pas la langue X dans la région X, bon, vous n'avez pas assez de champs d'être. Et si vous avez le courage d'y être, il faut avoir un peu de sous aussi dans les sacs pour y être. Et ça, ça revient aux valeurs. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que moi je dis la formation et le courage. Il faudrait que les jeunes comprennent aussi qu'arrivé à un certain moment, l'histoire les interroge, les invite à s'engager. Il faut s'engager véritablement avec des idées claires. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans un monde planétaire où on peut échanger avec tout le monde, où on peut s'inspirer des exemples ailleurs et pas forcément dans des violences. C'est vrai que moi, il y a des jeunes qui passent des heures, des jours sur les réseaux sociaux, mais combien cherchent à créer des réseaux, à se construire et à vouloir influencer le quotidien? Alors, en dehors des jeunes, moi, j'ai l'envie de vous demander quel rôle jouent les intellectuels ivoiriens dans ce débat-là? Intellectuels ivoiriens, et là, je dirais que... Ou bien ils sont tous dans les partis politiques. Est-ce que... C'est quoi l'intellectuel? Je voulais poser la question de savoir c'est quoi l'intellectuel dans ce contexte, parce que moi je pense qu'il ne faudrait pas tout ramener aux questions d'instruction, aux questions de l'idée. Ça va nous ramener toujours à des questions de culte de la personnalité, c'est une personne qu'on voit, mais c'est des questions de valeurs, de principes. Et ça, c'est fondamental. Tant que ce problème n'est pas réglé, tout le débat va se faire, on ne se retrouvera pas. Et ça, les intellectuels, c'est vous? Oui, mais c'est... Non, moi, je peux... Oui, je veux dire juste un truc. Oui, Félix a dit un truc qui est très important. Où sont ceux qui vont prendre la chose? J'ai dit que Mais moi, j'ai posé la question, on n'avait pas répondu. Non, mais moi, je vous réponds. Je vous dis qu'il y a un contexte. Il y a une enveloppe idéale dans laquelle les citoyens ivoiriens, depuis une trentaine d'années, ont été enfermés. Tout à l'heure, Diakité parlait de programmes de société. Sylvain, Félix, moi, Diakité, nous sommes intéressés par des programmes de société. Si le PDCI produit son programme, je suis capable de le lire, de le décortiquer et de prendre une position. Si le FPI le fait, si le RDA le fait, je suis capable de le lire. Mais il y a combien de militants du PDCI, combien de militants du FPI, combien de militants du RHDP voteront le candidat du RHDP par rapport à son programme? C'est pas ça. Ils voteront parce que c'est le RHDP. Ils voteront parce que c'est Bédier. Ils voteront parce que c'est Gbagbo. Ils voteront parce que c'est Ouattara. Vous êtes allé à une élection municipale sans forcément une bannière politique. Vous avez tenu un discours, vous avez vaincu des partis politiques. C'est pour vous dire quoi? Que tant que vous n'êtes pas dans cette enveloppe idéale, vous pouvez sortir et vous battre. Mais si vous avez été phagocyté dans cette enveloppe-là par les hommes politiques actuels, ceux qui ont gouverné comme ceux qui sont encore au pouvoir, vous n'êtes capable d'aucun sursaut d'orgueil. Parce que le système est tel que dès que vous sortez de la tête, vous êtes broyé. Donc il faut avoir échappé dès le départ au système avant d'être en dehors et mener un combat idéologique.
En dehors de ça, vous ne pouvez pas. Voilà ce que je peux comme principe. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore cette personne affranchie pour pouvoir compétir loyalement dans les 4 mois à venir. Parce que pour sortir de ce système, il faut en être sorti plus tôt. Et puis, il a évoqué une question qui est très fondamentale. La politique ivoirienne, il faut appartenir à un clan ethnique ou avoir suffisamment d'argent. Or, on ne enrichit en Côte d'Ivoire que ceux qui sont dans les clans politiques. Donc, ceux qui ont la possibilité de sortir de l'enveloppe idéale dont parle à Saleh Timoko, on ne leur permet pas d'avoir suffisamment de moyens pour demain pouvoir s'exprimer. Sinon, parfois, on a sur le terrain en Côte d'Ivoire ici, quelques-uns qui sont devenus purement des idéologues, qui ont de très belles idées, mais qui ne piquent pas. On a vu des leaders politiques comme Francis Vaudier qui, à un moment, prônait beaucoup de choses, mais qui n'a jamais pu... J'allais vous poser la question, il parce n'a que jamais pu avoir 0,5%. Vous êtes focalisé sur 3 personnalités, Voilà, pourtant il y en a d'autres. Parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et il n'a même jamais pu faire 1% de l'électorat ivoirien. Il y en a d'autres encore qui sont là, qui sont, comme je le dis, qui sont devenus de vrais idéologues, qui prennent de grandes idées, qui sont bien suivis sur les réseaux sociaux. Mais alors là, vous parlez de qui? Je parle par exemple de Mamadou Koulibaly. Qu'a pesé Mamadou Koulibaly aux élections législatives passées, municipal, je crois. Il a gagné Municipal, il a gagné à Zaguier. Bon, municipal, mais appelle 3000 voix pour quelqu'un qui a été la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire il y a quelque temps. Il demeurait dans son enveloppe idéale, c'est-à-dire idéologue. Il prend des idées, il est applaudi sur les réseaux sociaux, mais quand arrivent des élections, personne ne le regarde. Donc, il faut qu'on ait des personnes. À Saleh, il ne faut pas se laisser plomber. Mais comment tu as fait pour gagner les élections à Tia Saleh? Il a fallu que tu prennes ton courage à 2 mains, que tu t'affranchisses et que tu affrontes les aînés, les partis politiques de chez toi pour gagner. André Offricot, tout à l'heure, disait que vous avez donné de l'argent, vous avez vendu des idées. Offricot, tantôt, André est en train de dire... J'ai répondu aussi, André. Il faut que je lui réponde. Il disait tantôt, Offricot, tantôt, que non, il y a trop de sorciers. Ah non, non. Non, soyons plus sérieux. Soyons plus sérieux. Voilà. On va revenir au débat. Oui, on va rigoler. À Bokanda, il a peur de ses aînés. Non, c'est pour rigoler. Jette-toi dans l'arène. Non, on va revenir au débat. C'est vrai que, bon, selon la Constitution, il peut remplir, toutes les conditions. Alors moi, ma question est restée toujours sans réponse. Vous êtes en train de me dire, soit il n'y a personne en dehors de ces classes politiques, ou voilà. Moi, oui, je mais réponds. Je tiens à dire que là, j'étais en train de rigoler, mais il est en train de... Non, c'est une parenthèse qui est vite refermée. Alors, je vais d'abord répondre à la question de ce que font les intellectuels, parce que c'est vraiment fondamental. Voyez-vous, on est dans une sorte de système où, au sein de nos partis politiques, comme dans la société, il y a la mentalité de la dévolution monarchique du pouvoir. Alors, regardez ce qui s'est passé à l'hôtel Ivoire pendant la désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat. Ça, c'est la dévolution monarchique du pouvoir. C'est-à-dire que le président décide que ce soit lui, tout le monde applaudir. Bien sûr, Mabry Touakes n'est pas tout à fait content. Dévolution monarchique du pouvoir. Regardez ce qui s'est passé au domicile abidjanais d'Henri Konan Bédié, où des jeunes, dans une sorte de mise en scène, d'évolution monarchique du pouvoir. Comment est-ce qu'on arrive à inverser tout ça? C'est vraiment fondamental. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 4 archétypes en matière de génération. L'éveil. Et c'est pourquoi, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous nous sommes inscrits dans le job de l'éveil des consciences. Parce que tant que les électeurs ivoiriens ne comprendront pas qu'il faut regarder au projet, au programme, et qu'ils voteront parce que c'est un tel, on n'arrivera à rien. Tant que les Ivoiriens ne commenceront pas à se poser des questions. Mais enfin, le président a dit que les concours à la fonction publique s'achètent, parce que le président l'a dit en 2018. Au moment où on remettait le rapport de l'IGE, il a dit, on m'a dit qu'on paye des trucs, tout ça. Monsieur le ministre, il faut qu'on fasse une enquête pour... On n'a jamais eu de résultat de cette enquête. Tant que les Ivoiriens ne commencent pas à se dire, mais enfin, pourquoi est-ce que le président dit cela et qu'on ne demande pas des comptes, qu'on n'est pas exigeant envers nos dirigeants? Donc ce déclic, cet éveil des consciences,
on n'y arrivera rien. Et pour y arriver, il faut des acteurs de l'éveil des consciences et c'est ce que nous, on essaye de faire. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du passage de témoins au niveau du RHDP. Effectivement, le candidat à la candidature RHDP, il est connu, c'est bien Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre qui a été désigné pour courir pour le RHDP au PDCI. Henri Konan Bédié, le président du parti, pourrait être aligné à la course. Et quant à Laurent Gbagbo, quid de sa décision pour l'instant, elle n'est pas encore connue. Voilà. Alors, moi, j'attends toujours la réponse sur... parce que vous n'avez pas trouvé... Vous n'avez pas trouvé... Laissez-moi vous dire. Voilà. Vous êtes pour le passage de témoins, on va dire. Mais le passage des témoins à qui? Mais voilà. Vous n'avez pas à me dresser le portrait robot. Nous ne sommes pas là pour dresser le portrait robot d'un candidat pour le PDCI, d'un candidat pour le RHDP. Non, pas pour la Côte d'Ivoire, pas pour qui vous voyez. Nous sommes dans une situation très sensible. La Côte d'Ivoire a besoin d'une transformation profonde. Notre pays, depuis près de 30 ans, n'a pas connu de paix. En 2010, on a eu une élection qui était une élection de sortie de crise, où on a appelé les Ivoiriens à aller voter pour avoir la paix. Ils sont allés voter, ils ont eu sur leurs bras une crise post-électorale qui a fait 3000 morts. D'accord? 10 ans plus tard, nous partons à une autre élection et on n'a pas vidé le contentieux de ce qui s'est passé en 2010. Rien n'a été absolument réglé. Et on se rend compte que les mêmes acteurs, depuis le temps de Houphouët-Boigny, petit à petit, refont surface et on va se retrouver dans une situation où on n'a plus d'autre choix que d'aller voter pour les mêmes acteurs. Nous disons qu'il est temps maintenant, Sylvain l'a dit, hein, la prise de conscience, elle est importante. Vous ne pouvez arriver à rien du tout si vous êtes en face d'une population qui s'identifie à des individus et non pas à des valeurs. Et ce qui est dit que les hommes politiques ivoiriens ont réussi à construire quelque chose d'extraordinaire. Ils ont en face d'un peuple qui ne demande aucun compte. Tu ne responsabilises pas ces dirigeants. Tu ne leur dis pas quel est votre bilan. Pourquoi depuis 30 ans, vous n'avez pas réussi à construire un Ivoirien qui aime plus son pays que lui-même et qui aime plus son pays que les hommes politiques. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas de valeur. Vous dites, quand il passe le flambeau, il donne à qui? Mais si M. Bédié avait dit qu'il n'était pas candidat là, au PDCI, il y a plein de valeurs là-bas qui pourraient se présenter. Si aujourd'hui M. Laurent Gbagbo dit qu'il n'est pas candidat au FPI, mais il y a des gens qui sont capables de diriger le pays. M. Ouattara dit qu'il passe la main à Amadou Gon. Au RHDP, on peut dire que le problème est réglé. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Donc on veut nous conduire dans un système où les faux débats de qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, qui ont créé la déflagration dans ce pays, vont nous retourner dans les bras en 2020, au lieu de faire des grands débats sur la réforme de la justice, sur la réforme de la Constitution actuelle qu'on doit réformer encore. Des grands enjeux sont là, mais depuis 3 semaines, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est des faux débats. Alors, vous mettez le pied dans la dernière partie de l'émission, les autres conditions d'une élection apaisée. Les conditions d'une élection apaisée. Oui, les autres conditions en dehors de... C'est vrai qu'il y a la question... Vous savez, Einstein a dit, la folie, c'est de répéter toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Tel que nous sommes partis, tel que nous sommes en train d'aller aux élections, nous construisons les agrégats qui ont poussé le pays à la déflagration. C'est-à-dire que les Ivoiriens n'ont tiré aucune leçon de toute la violence qui s'est battue sur ce pays depuis 30 ans. Alors, que faut-il faire? La question reste posée. Ce qu'il faut faire, c'est que les acteurs principaux réalisent qu'ils ont fait leur temps et qu'au bilan, leur héritage politique n'existe pas. Ils n'ont formé aucune génération qui était capable de prendre la place. Ils se sont imposés sur le baobab, personne n'a germé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un système où, comme Félix l'a dit, entre deux mots, on va dire on va prendre le moindre. La démocratie, ce n'est pas ça. On ne choisit pas entre deux mots le moindre. On doit choisir des valeurs. Donc, pour qu'il y ait une tension qui baisse, qu'une élection qui soit tranquille, moi, mon principe à moi, les gens peuvent ne pas être d'accord. Moi, j'estime que si M. Bédié, si M. Gbagbo, si M. Ouattara, les trois décident de ne pas être candidats en 2020, tout le débat qui a divisé ce pays va disparaître. Et d'autres débats vont se surgir parce que les personnes qui seront candidates n'auront pas derrière eux un passé qui est lié à tant de choses qui ont créé les troubles dans le pays. Voilà ce que moi je peux comme principe.
Et donc, si on arrive à ce niveau-là, on va avoir une élection présidentielle où les gens sont certes dans le système, mais c'est des hommes nouveaux quand même qui vont pouvoir faire un débat. Et les Ivoiriens ne pourront pas rentrer dans la passion qui est autour de ces trois-là. D'accord. Pour moi, c'est ça. Nous avons posé, je vais revenir à vous sur ce plateau. On a posé la question aux trois politologues qu'on a entendus tout à l'heure, les conditions d'une élection apaisée et comment sortir des tensions. On les écoute. Le débat des prochaines élections présidentielles, des élections de 2020, est suffisamment sérieux pour se débarrasser de ces détails. Pour moi, c'est des détails. La question de l'âge, à l'heure actuelle, c'est un détail. La question du contrôle médical, parce qu'on ne peut pas parler de la santé, on ne connaît pas la santé des gens. La question du contrôle médical est un détail, parce que le débat est sérieux. Je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu de penser réellement l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il y a des questions de cohésion sociale, des questions de sauvegarde des garanties en termes de gouvernance. Donc, il y a tellement à faire en 2020 pour qu'on s'embarrasse, à mon avis, de ces détails. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas sur l'âge. On peut être, à mon avis, on peut être jeune et mal gouverné, comme on peut être vieux et bien gouverné. Tout dépend de comment on s'organise, comment on s'entoure. Donc, à mon avis, ce ne sont pas ces questions qui vont lourdement peser dans la balance. Il serait intéressant qu'on ait une élection inclusive. Le problème de la Côte d'Ivoire depuis les années 95, ça a été toujours cette question. Comment avoir des élections inclusives? Comment permettre à ceux qui sont candidats de se présenter et de laisser le peuple, les électeurs, donc arbitrer? Il y a toujours eu des clauses, durée de séjour au pays, un collège de médecins qui est choisi au pays alors que d'autres sont à l'extérieur, la question des nationalités, être exclusivement ivoirien, être de pays, des mets ivoiriens même. Il y a toujours eu une clause dans les conditions d'éligibilité pour exclure d'autres. Et depuis 1995, c'est comme ça. Il serait peut-être intéressant d'en tirer une leçon, de sorte à pouvoir aboutir à des élections inclusives. Une élection apaisée va prendre en compte beaucoup de paramètres. L'organe en charge des élections doit également jouer un rôle assez important. Il y a aussi le fait que la société civile se comporte de façon professionnelle. Il faut que les populations s'engagent dans une voie de civisme, du respect des institutions, du respect des textes, etc. Et donc, c'est tout un ensemble qui peut concourir à des élections apaisées en 2020. Alors, on a entendu, on va dire, nos politologues. Alors, comment on baisse les tensions autour de ce scrutin-là? Est-ce que vous avez commencé déjà à y travailler au niveau de la Fondation? Oui, et l'un des éléments essentiels à construire, c'est le dialogue inclusif. Il faut se parler. En Côte d'Ivoire, tout le monde parle, mais personne ne s'écoute. Et ça, c'est délicat. Il faut se parler pour se comprendre et agir dans ce sens. Et là, ça pose la question de la confiance. Et vous savez, aujourd'hui, le gros problème, il y a un problème de confiance. Mais si vous ne vous parlez pas, comment construire la confiance? Tant que la confiance n'est pas rétablie, mais moi, je tiens à quelque chose d'essentiel et ça, il faudrait peut-être... c'est la valeur. C'est toujours la question des valeurs. Mais il faut construire la confiance. La confiance, ça se construit dans le cadre des dialogues inclusifs, ouverts. Et tout cela va amener, mais il y a un élément très intéressant, important aussi, c'est la question de la transparence. La transparence commence par quoi? Par la communication. Il faut informer les gens sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Il faut que tout le monde soit mis au même niveau d'information. Souvent, il n'y a même pas de problème, mais quand on a un silence derrière, on pense que c'est grave, parce que les gens ne sont pas informés. Donc, il faut communiquer, il faut véritablement communiquer. Et là, c'est un élément très important dans la construction des élections apaisé. Et dans ce sens, avant d'être sur ce plateau, je revenais d'un atelier où nous avons un atelier avec plusieurs acteurs des partis politiques et dans la même salle. Ce sont ce genre de cadres qui permettent de construire quelque chose qui va au-delà des personnes, qui permet de se comprendre. Mais quand vous voyez les politiciens se parler souvent, après... vous vous dites hors antenne ou hors public, vous dites, mais où est le problème? Mais il suffit qu'un micro soit là ou que le public vienne pour que tout change. Et ça, c'est
c'est quelque chose à corriger, je pense, pour la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez dit tout à l'heure des représentants de partis politiques réunis autour de la même table. Est-ce que le problème n'est pas que le dialogue il est trop politique et qu'il ne soit pas suffisamment ouvert à la société civile? Non, le dialogue peut être politique et constructif. Et ce n'est pas que si les politiques parlent entre eux, c'est l'inclusivité, comme il avait dit tout à l'heure, est très importante. Mais chacun a un rôle. On ne peut pas être tous dans la même salle discutant. La société civile a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, la société civile, malheureusement, la société civile en Côte d'Ivoire aujourd'hui, lorsque vous échangez avec la société civile, le grand souci, c'est qu'on n'a pas de financement. Les financements se construisent. Moi, je vous dis. Et je suis sûr que même quand on dit pour Assalé qui est sur le plateau, je crois qu'il est un organe de presse. À un certain moment, on a dit que les journaux, c'est difficile de vendre, mais je crois qu'il a fait son chemin aujourd'hui. Et donc, il faut trouver des stratégies. Et il y a des réponses. Et moi, je vous dis, quand vous faites un bon travail, c'est sûr que vous allez avoir de l'accompagnement. Moi, je prends mon exemple pour quelque chose de... Moi, j'étais responsable de la société civile, des organisations de la société civile. Je n'avais pas de sous, mais on a construit une image où on s'est appuyé sur nos ressources propres. Moi, je prends un exemple, une société civile qui dit on n'a pas les ressources. OK, je suis d'accord que vous n'avez pas de ressources pour faire des activités. Mais est-ce que cela vous empêche de faire une analyse de la situation politique, de produire des documents, de produire des analyses sur les faits et de proposer des solutions? Moi, je l'ai fait quand j'étais à la tête d'une organisation de la société civile en Côte d'Ivoire. Et j'ai même été, avec ce travail, on a été invité par le Conseil national de sécurité des Nations Unies pour être écouté. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites bien le travail, on vous appelle. On vous appelle et vous allez trouver des soutiens. Ça, c'est inévitable. Donc, c'est à la société civile de se professionnaliser et la professionnalisation démarre par la spécification. Il y a un autre problème aussi. Rapidement, quand quelqu'un veut tout faire à la fois, et ça, c'est le gros défi de la société civile aussi, il faut se professionnaliser. Il ne faudrait pas que la société civile, on puisse faire tout en même temps. Après, on perd en efficacité et c'est délicat. Alors, André, la question des candidatures, ça cristallise vraiment les débats et également c'est un sujet de tension. Comment, en dehors de ces points, comment on baisse les tensions autour de la présidentielle de 2020? Je pense qu'il y a quelque chose de très essentiel, c'est la transparence. À côté, bien sûr, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, à côté, il y a la lutte contre l'impunité. Voyez-vous, les élections locales dernières, 5 morts. Personne n'a été arrêté, personne n'a été interpellé. Il n'y a pas eu de procès, rien. C'est passé par perte et profit. 3000 morts. Mais enfin, ce n'est pas 3 morts, ce n'est pas 30 morts, ce n'est pas 300 morts. 3000 morts. Il y a des procès en cours là-dessus. Non, il n'y a pas de procès. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on recadre. Il y a eu un seul procès en Côte d'Ivoire en rapport avec la crise post-électorale, c'était le procès bâclé de Simone Gbagbo. Il faut que les choses soient très claires là-dessus. En dehors de cela, il n'y a pas eu d'autres procès. 3000 morts. Si, il y a d'autres procès non, encore. Les autres procès sont des procès en rapport avec les atteintes à la sécurité nationale, tentative de coup d'État, voilà. Il faut que ce soit très clair. Donc, la lutte contre l'impunité, parce que la personne qui va empêcher quelqu'un de participer à une élection, quand cette personne nourrit un sentiment d'impunité, mais la personne passe à l'acte. Alors, à 4 mois, qu'est-ce qu'on fait? Alors, de façon très concrète, je pense que le secret se trouve à la commission électorale. Voyez-vous, la responsabilité de Coulibaly-Cuillière, elle est énorme parce que je pense qu'avec ce qui s'est passé en 2010, il sera vraiment difficile que quelqu'un vienne nous dire qu'il n'est pas en communion ou bien qu'on a été possédé par Satan. Prenez l'exemple de ce qui a marché autour de nous. Il y a eu alternance au Nigeria, il y a eu alternance au Ghana, il y a eu alternance au Libéria, il y a eu alternance en Gambie. Mais enfin, pourquoi est-ce que les gens acceptent les résultats? Parce que l'autre chose aussi, c'est la culture démocratique. Les gens ne sont pas prompts à accepter les résultats. Mais pour que les résultats s'imposent à de mauvais perdants, parce qu'il y en a, il faut que
le processus soit transparent. C'est ce que le Ghana a réussi. Il y a un président de la commission électorale qui est parti à la retraite, Afari Diane. Mais de 1993 à 2018, il était le tout-puissant président de la commission électorale, composé de 7 personnes. 7 personnes, aucun politique parmi eux. C'est-à-dire que ni le NDC ni le NPP n'envoient des commissaires à la commission électorale. 7 personnes, des experts nommés à vie. Et donc, tu peux démissionner, tu peux être promu ailleurs, tu peux tomber malade, mais nommés à vie. Voyez-vous, le secret se trouve à la commission électorale indépendante. En 2016, il y a eu un contentieux électoral au Ghana. Le procès s'est déroulé en direct à la télévision. Mais je vous assure, prenez les décisions qui ont été rendues dans le cadre du contentieux électoral de 2018 pendant les élections locales. Mais c'est ahurissant. Si ces procès s'étaient faits en direct, il y a des politiciens en Côte d'Ivoire qui ne pourraient plus regarder leurs électeurs dans les yeux et ils disparaîtraient. Mais cette volonté d'opacité de cacher la transparence va nous amener, je ne le souhaite pas, dans des problèmes par ailleurs. Mais je dis que la responsabilité de la commission électorale, elle est fondamentale. Il faut que les différents commissaires là-bas prennent le leadership de la transparence. C'est à cette condition que cela va s'imposer aux mauvais perdants. Oui, Antoine. Sur la question, il y a une citation de Bossier que j'aime utiliser. Il dit que Dieu se moque des gens qui déplorent les conséquences des causes qu'ils chérissent. Vous voyez, la CEI actuelle, Sylvain a longuement intervenu dessus, la CEI actuelle, il y a des potentiels candidats qui estiment qu'ils attendent une décision de la Cour de justice africaine avant de croire en cette CEI. Mais la CEI fait des opérations auxquelles ils participent. Vous voyez, les politiques ivoiriens se caractérisent par une sorte d'incohérence totale. Ils disent une chose et ils font le contraire après. Ou bien quand le contexte change, ils disent autre chose. Vous ne pourrez pas aller à une élection comme celle dans laquelle nous sommes en 2020. Ça veut dire que 10 ans après une crise, comme Sylvain l'a dit, tu as fait 3000 morts. Vous ne pourrez pas aller à cette crise-là, à cette élection, avec un contexte politique qui est fait de suspicion généralisée. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Si on se retrouve... Soyez plus clair et je vais être très clair. vraiment concret. Je suis clair, mais je pense qu'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. Si, dans le contexte actuel, cette CEI dont on dit qu'à 80% dans les CEI locales, elle est représentée par le RHDP, nous sommes en voie de contestation d'avance des résultats des élections présidentielles de 2020. C'est clair, il ne faut pas qu'on se voie la face. Donc, l'incohérence des hommes politiques ivoiriens fait que, par ailleurs, s'étant eux-mêmes doublés pendant des années, depuis 1993, il n'y a pas CEI en 1995. C'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Parce que le PDCI, systématiquement, s'opposait à toute transparence. On a vu tout ça. Aujourd'hui, instruits de ce qu'on peut tout voler dans une élection, ils n'ont confiance en rien. Mais ils n'ont pas les moyens d'imposer leur vue. Et donc, ils vont aller à une élection où ils se disent qu'ils doivent forcément gagner. Donc, le principe de la défaite ne peut être assis que sur la fraude de l'adversaire. Dans un tel environnement-là, tout ce qu'on dit autour, c'est un discours de démagogie. Les Ivoiriens ne sont pas pris au sérieux. Ce qui peut éviter... Très bien, vous revenez à la question. La tension, c'est les Ivoiriens qui doivent faire le tour de ce qu'on a vécu depuis 1993, depuis 1995, pour dire, mais attention, l'élection qu'on s'en va faire, c'est pour obtenir quoi comme résultat? Est-ce que ça peut mettre un président qui va transformer en profondeur ce pays, que les enfants qu'on a mis au monde qui ont 3 ans et qui dans 20 ans vont prendre le pays, dans quel contexte ils vont vivre? Si les Ivoiriens, qu'ils soient du PDCI, soit du RHDPI, soit du FPI, se posent cette petite question, et que sans se lier aux partis politiques, ils font leur propre réponse, on va aller à une élection où vous ne trouverez personne qui va descendre dans les rues pour aller se faire tuer. Mais déjà, il y a un manque d'engouement sur le processus électoral. Parce qu'il y a une décrédibilisation des hommes politiques ivoiriens. Moi, je suis le terrain, je suis un acteur de développement, je suis bien élu. J'ai fait le tour de mes collectivités, des villages, de ma commune chaque fois. Mais on a l'impression que la politique, elle ne fait qu'à Abidjan. L'enrôlement.
Vous voyez quelques opérations sur les réseaux sociaux, mais les partis politiques, ils sont nulle part sur le terrain. Parce qu'ils savent que, peu importe le candidat qu'ils vont placer, ils savent que dans telle région, ils vont me voter parce que je suis de la région. C'est tout. Donc, il n'y a aucun effort à faire pour pouvoir permettre à une élection d'être crédible parce qu'ils sont conscients qu'on ne présente rien. Nos militants vont nous voter parce qu'on est de leur région. Tôt ou tard, quoi qu'on fasse, ils vont nous voter. Dans tel contexte, vous ne pouvez rien faire. Félix, comment vous expliquez le manque d'engouement pour le processus d'enrôlement, on va le dire, qui d'ailleurs a été prorogé encore? Mais, je vais revenir sur la question, mais il faut permettre que je réponde à la question qui a été posée par rapport aux moyens d'éviter l'explosion à l'issue de ce scrutin. Moi, je pense que ce que Assali est en train de dire, c'est vrai. Mais il ne faut pas ramener la balle aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens vont aller voter. Mais quand ils auront voté, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils auront les résultats de leur vote? C'est toutes ces questions-là. C'est pourquoi André a posé une question très fondamentale, la question de la commission électorale indépendante. Et mon frère Diakité a également posé une question très importante, la question du dialogue inclusif. Il disait tantôt qu'on a l'impression que tout le monde parle, mais on ne s'écoute pas. Mais quand tout le monde parle et qu'on ne s'écoute pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Parce que dans le dialogue, chacun a son tour de parole. Vous voyez que tout le temps que vous parliez, j'étais là, je vous écoutais. Mais j'ai mon tour de parole, vous m'écoutez. Ça veut dire que dans un dialogue sérieux, sincère, on s'écoute. Mais est-ce qu'il y a vraiment dialogue en Côte d'Ivoire? Il y a dialogue, on a des similars de dialogue, mais c'est des dialogues politiques et politisés où chacun va pour défendre forcément ses intérêts. Chacun va à ce dialogue en se disant que je dois aller à ce dialogue pour protéger ma victoire ou bien pour préparer ma victoire. Quand on est dans ce contexte, le dialogue ne permet pas de pouvoir aboutir à un consensus minimum. Et jusque-là, vous vous rendrez bien compte que pendant les mois qui sont passés, on a eu des dialogues, mais qui n'ont même pas pu aboutir à des consensus. On sort de là et ce qui a été décidé, ce n'est pas ce qui a été retenu dans la salle. Regardons, quand on fait une course de marathon, si on ne mettait pas tous les athlètes sur la même ligne, et qu'il y en a un qui est déjà devant, d'autres derrière, je pense que les vainqueurs allaient chaque fois se plaindre. Mais on met tous les acteurs sur la même ligne. Mais sur la même ligne, il y en a qui ont de longues jambes, il y en a qui ont de petites jambes. D'ailleurs, notre athlète à nous, Marie-Josée Talou, qui gagne, elle a de très petites jambes. Mais on la met sur la même ligne, et quand elle se lance, on voit qu'elle a vraiment préparé. Alors, on va régler le problème du micro. Oui, allez-y, André. Comment vous expliquez le manque d'engouement autour du processus de révision de la liste électorale? Il y a plusieurs facteurs. Je vais le dire tout à l'heure. Mais voyez-vous... On a très peu de temps. Vous avez longuement débattu sur ce plateau. On va répondre... Non, il y a plusieurs facteurs. Mais j'aimerais quand même relever ces histoires de report. Mais enfin, c'est le symbole parfait de la dépendance de la commission électorale. Le symbole parfait. Mais enfin, quand on fixe des délais, on les respecte. Mais voyez-vous, il y a eu un conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui pour entériner une décision qui avait été prise hier. Voilà. Et donc, c'est juste une parenthèse. C'est le parti politique qui demande. Voyez-vous, il y a plusieurs raisons. Moi, je cite d'abord le laxisme de nos jeunes électeurs qui ne sont pas forcément intéressés par les questions électorales. Je cite l'impunité dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que les gens se disent, mais écoutez, on a voté en 2010, là, vraiment, ce qui est arrivé là, mon cher, pourquoi aller encore prendre le risque de participer à une élection? Mais il y a plusieurs raisons, hein, mais je retiendrai la dernière, qui est pour moi importante, l'offre politique. L'offre politique. Je pense que les potentiels candidats ou les candidats déjà déclarés ne séduisent pas assez les Ivoiriens. Ils ne les font pas rêver. Il n'y a pas de Barack Obama qui puisse mobiliser assez les électeurs. Il n'y a pas d'Emmanuel Macron qui puisse mobiliser, les pousser à aller se faire identifier. La question de l'offre politique. Et donc, cela doit interpeller tous les partis politiques. Voilà, pour qu'ils comprennent que, attention, on s'adresse à un peuple
qui peut-être n'a pas forcément confiance en nous. D'accord. Alors, c'est bon, le micro, vous suivez maintenant sur la question. Je pense qu'en dehors de ce qu'André a dit, il y a effectivement cette démobilisation, ce désintérêt. Parce que si on remarque très bien le manque d'engouement, il faut bien le situer, ça concerne la jeunesse. La jeunesse ivoirienne se désintéresse de plus en plus, j'allais dire, de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et vous remarquerez très bien qu'il y a plusieurs facteurs. Et entre autres facteurs, il y a aussi des facteurs qui n'ont rien à voir avec la politique. Quand vous prenez un étudiant qui a eu le bac à Korogo, qui se retrouve à Abidjan, qui a des questions de survie, à qui vous demandez d'aller s'inscrire sur une liste électorale, j'avoue que sa préoccupation, c'est faire ses études, chercher plutôt à avancer que d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Mais s'il était dans son environnement naturel à Korogo, je suis sûr qu'il allait s'inscrire sur une liste électorale. C'est pareil pour les lycéens, les mouvements, les déplacements, tous ces éléments, ces facteurs sociologiques expliquent que des jeunes ne s'inscrivent pas sur la liste électorale. Mais à côté de ça, je souscris formellement et entièrement à ce que André dit. L'offre politique ne fait pas rêver. Parce que cette offre politique, pendant des années, nous a donné des résultats que nous connaissons, c'est-à-dire le drame, le déchirement de la société ivoirienne. En tout cas, cette offre politique n'a pas permis à la jeunesse de véritablement rêver en des acteurs qui vont leur permettre de sortir véritablement de l'ornière. Le même taux de chômage, les mêmes difficultés, les jeunes connaissent toujours les mêmes problèmes. Ils se disent, écoute, on va aller encore donner notre voix à quelqu'un qui va venir installer son clan. Alors, comment les ramener aux urnes? C'est cela ma question. Comment les ramener aux urnes? Je crois que pour les ramener aux urnes... Et ce sera la dernière question de cette émission. Chacun prendra la parole. Il n'appartiendra pas aux partis politiques de ramener ces personnes aux urnes, parce que ce ne sont pas... Je disais une fois sur ce plateau de la RTI, comme ça, que si on sort la population ivoirienne, peut-être on aura maximum 1 million d'habitants qui sont des militants captifs de toutes les formations politiques que nous avons là. Les Ivoiriens ne sont pas forcément catégorisés dans les clans politiques. Donc il faut pouvoir faire rêver ces jeunes. Et il appartient à la société civile. Et André parlait tantôt de la prise de conscience, de la conscientisation. Il faut amener ces jeunes-là à penser, à savoir que votre destin est entre vos mains. Votre avenir est entre vos mains. En 2008, aux États-Unis, c'est un jeune étudiant de 19 ans qui a pris ses responsabilités, qui a parcouru les États-Unis du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour dire aux jeunes, levons-nous pour aller voter parce que notre vote là, c'est notre avenir que nous votons. Et ce jeune-là a poussé beaucoup de jeunes et c'est la première fois qu'on a eu un taux de participation de la jeunesse américaine qui a voté massivement et qui a voté son rêve. Son rêve, c'était Barack Obama, un candidat qui avait 47 ans, moins de 48 ans et qui a eu gagné face à un candidat, John McCain, qui avait 72 ans. Et les jeunes ont pu contrebalancer les résultats pour voter le candidat de leur rêve. Je pense qu'il appartient à nous tous, à la société civile, pas aux dirigeants politiques qui vont nous amener encore dans des clivages ethnico-tribaux, qui vont aller partager de l'argent pour enrôler des gens pour juste voter pour eux. Mais il appartient à ceux-là qui ne sont pas forcément alignés d'éduquer cette masse de jeunesse pour leur faire comprendre que à vous appartient votre avenir entre vos mains. Levez-vous, inscrivez-vous sur les listes électorales. Et je pense que le dernier jour, c'est demain. Que ce que je dis là amène les jeunes jusqu'au 5. Que ce que je dis là amène des jeunes à se lever demain, qu'ils aient le sursaut de se lever demain pour aller s'inscrire sur la liste électorale, parce que de sa voix dépendra sa nourriture, son pain de demain. Est-ce qu'il y aura du saucisson de mon pain? Est-ce qu'il y aura du spaghetti dans mon pain? C'est votre voix qui va vous donner ce spaghetti. Merci Félix. Allez-y, votre dernier mot. Bien, notre pays, depuis une trentaine d'années, n'a pas connu de tranquillité. Les Ivoiriens, depuis la mort de leur premier président, n'ont pas connu de tranquillité. Et quand on fait le bilan, comme je l'ai dit, il est dramatique, il est épouvantable. Et tout à l'heure, je pense qu'on se retrouve tous sur la même longueur maintenant. La question de l'offre politique. Sylvain l'a dit, Félix l'a dit, l'offre politique ne fait plus rêver. Parce que depuis 30 ans, on n'a pas cherché à régler les problèmes des Ivoiriens. On a cherché à régler des problèmes entre des politiciens, les mêmes depuis 30 ans. Et on se retrouve dans un contexte où les jeunes dont on parle qui ne vont pas s'enrôler, mais ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, ils sont nés en 2000. Ils ont à peine 20 ans. Ces gens-là, ils ont d'autres valeurs qu'ils épousent. Et quand ils voient ce qui se passe là, ils n'ont aucune envie de s'y inscrire. Et donc, on va reporter autant de fois qu'on veut la date limite de truc. Ça ne changera rien sur le terrain concrètement. Ce qu'il faut faire, Félix l'a dit, quand les Ivoiriens vont comprendre qu'en réalité, la politique est faite pour que les gens vivent et non pour que les gens meurent,
ils vont s'intéresser à la politique. Parce que dans l'esprit des Ivoiriens aujourd'hui, la politique, on l'a fait pour que les Ivoiriens meurent. Les gens ne veulent plus mourir. Moi, je n'ai pas envie de mon enfant. Mon premier fils, il a 11 ans. Je me projette dans 30 ans, dans quel monde va vivre mon fils. Et donc, c'est maintenant qu'on le construit. Donc, il faut que les politiques, ceux qui veulent prendre la place de des acteurs qui sont encore là, montrent aux Ivoiriens que la politique, c'est ce qui permet de construire une société. Et qu'on ne la fait pas pour que les gens soient toujours en palabre, pour que les Ivoiriens soient opposés. Oufou avait réussi à construire un semblant de nation dans laquelle les Ivoiriens parlaient d'une même voix. Aujourd'hui, vous n'avez pas un peuple qui est uni, vous avez un peuple qui est stratifié, qui est divisé. Et puis, on veut aller faire l'élection sur le principe de la réconciliation avec les mêmes acteurs qui nous ont divisés depuis 30 ans. J'ai fini dessus pour dire qu'il faut que les Ivoiriens se réveillent et qu'on change ce paradigme pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix et sa tranquillité. André? Vous savez, il est important que les Ivoiriens se posent une question qui est aussi bien principielle que fondamentale. Qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire? Alors, pour répondre à cette question, il est important qu'on passe à un acte qui est aussi fondamental, l'acte de vote. Parce que le jour du vote, c'est le jour de ton jour. C'est le jour où tu es le chef suprême de ton bulletin de vote. C'est le jour, parce que, voyez-vous, ce qui va se passer, c'est qu'on sera à une élection par défaut, à défaut d'avoir des candidats, on va dire, de l'idéal. Alors, si tu estimes qu'un opposant qui est candidat risque de menacer ta sécurité sociale, ta sécurité économique, mais c'est l'occasion pour toi de l'empêcher de menacer cette sécurité sociale et économique. Si tu estimes que des candidats qui sont issus du pouvoir ne t'ont pas convaincu pendant leur gouvernance, c'est l'occasion pour toi de l'empêcher de poursuivre sa mauvaise gouvernance. Alors, il n'y a pas de choix. Il faut s'inscrire sur les listes électorales et user de son droit de vote. Merci, parce André. Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses. On dit par exemple la France et tout cela. Non. Apprenons, ça aussi c'est un déclic d'éveil, apprenons à sécuriser nos suffrages et on va le faire. Merci André. Alors, M. Diakité Oui, et pour moi, c'est l'occasion de saluer aussi. C'est vrai que je parlais de la professionnalisation de la société civile tout à l'heure, mais je crois que c'est la descente de la société civile sur le terrain qui a permis un certain engouement au niveau de l'inscription sur la liste électorale. Je crois que c'est ce qui a prévalu, même valu que les délais soient véritablement reporté, prorogé. Mais cela dit, comme je l'ai dit, il faut que les Ivoiriens se battent. Il faut créer des espaces de dialogue. Il faut créer des espaces de débat comme ce cadre qui nous réunit ce soir. Il faut que les partis politiques prennent la responsabilité de encourager la formation de leurs membres, la formation des jeunes. Et ça, c'est très, très important. C'est la relève. Je crois que tout le monde dit en Côte d'Ivoire que l'avenir, c'est la jeunesse, mais il faudrait construire cette jeunesse-là. Et il faut qu'aux jeunes aussi de prendre leurs responsabilités, de s'engager fermement avec des valeurs. Et je le dis, avec des valeurs. À partir du moment où les valeurs seront consolidées, on va régler le problème de la confiance. Et une fois que le problème de la confiance sera résolu, je crois que nous allons nous éloigner de cette violence. Et je crois que c'est ce que nous souhaitons tous pour les élections de 2020. Merci, M. Diakité Karamoko. Je rappelle que vous êtes conseiller politique à la Fondation Friedrich Ebert, bureau d'Abidjan. André Sylver Conan, Félix Boni, Assalé Tiemoko, vous êtes tous trois journalistes. Merci de nous avoir accompagnés sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur l'ensemble des chaînes du groupe RTI.